Votre invité, Sonia Mabrouk, c'est sa première interview radio depuis sa nomination au poste de président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Olivier Marleix. Bonjour Sonia Mabrouk. Les auditeurs vont donc apprendre aussi à vous connaître, notamment ce matin. Vous avez déclaré en tant que président du groupe LR à l'Assemblée, je cite, « Je serai un président incorruptible, je ne me laisserai pas acheter ». Acheté par qui, par quoi? On a un président de la République qui depuis 5 ans a cherché à débaucher beaucoup, plus qu'à convaincre sur son projet. Voilà, moi j'ai le seul intérêt de ne plus être totalement un jeune premier, c'est que peut-être que mes actes, mes actions passées montrent que je suis quelqu'un d'assez fidèle dans son parcours. Et donc je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup mieux à faire que de se vendre individuellement, c'est d'obtenir des avancées pour les Français, puisque nous sommes en position de nous battre pour d'obtenir, d'exiger du gouvernement qu'il nous écoute. Nous allons en parler, mais Olivier Marleix, savez-vous que tous ceux qui sont entrés au gouvernement ou qui aspirent à y entrer ont prononcé exactement les mêmes mots? Jamais je n'y entrerai. Qu'est-ce qui vous différencie? Peut-être que j'y entrerai un jour, mais dans un gouvernement et avec un président de la République fidèle à ma vision du pays. Voilà, une fois encore, moi j'ai un parcours, je pense j'ai 51 ans, donc je suis tellement jeune premier, j'ai un parcours qui montre que fidélité et clarté. Puis je pense que c'est vraiment une conviction chez moi, c'est que ce pays a un grave problème de confiance à l'égard de ses hommes politiques, la faute des hommes politiques, et qu'on rétablira, on reconstruira cette confiance qu'en en étant digne, en étant clair et en arrêtant de se prêter à ce genre de petits jeux qui ont détruit la confiance avec les Français. Fidélité, clarté, si on vous entend bien dignité, ça vaut pour vous, mais est-ce que ça vaut pour d'autres LR? Très concrètement, au moment où Elisabeth Borne, Olivier Marleix démarre les consultations là pour former un gouvernement élargi, ça veut dire que si certains LR acceptent, vous leur promettez le bannissement? Non, je ne vois pas beaucoup de LR susceptibles d'accepter aujourd'hui. Vous savez, on nous annonçait il y a un mois ou un mois et demi pendant la campagne présidentielle qu'il y aurait 100 députés, etc. Bon, finalement, on n'a eu aucune surprise. C'est-à-dire que il y a eu des gens dont on savait qu'ils étaient sur le marché du travail, si je puis dire. Voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les 61 députés de mon groupe, en particulier, sont parfaitement convaincus qu'ils pèseront beaucoup plus sur la politique française en étant unis qu'en se vendant individuellement. Donc vous excluez que le gouvernement accueille de nouveaux LR ou bien... Non, je ne crois pas, je ne pense pas. Bien. À l'heure actuelle, vous l'excluez? Oui, j'exclus. Non, dans tout cas, aucun député actuel. Il y a 600 000 élus locaux en France. Alors peut-être qu'on se donne un peu de mal, ils en trouveront un ou deux, mais voilà. Alors sur le fond, et c'est ça le plus important, Olivier Marleix, certains vous dépeignent en anti-macroniste pur. En quoi serez-vous aussi constructif? Vous avez dit depuis le début de cet entretien, au service du pays, pour les Français. En quoi ne serez-vous pas dans une opposition systématique et pavlovienne? C'est vrai que moi j'ai combattu parfois assez vigoureusement le projet du président de la République ces 5 dernières années, mais un certain nombre de situations d'ailleurs dans lesquelles finalement l'histoire m'a donné raison. J'ai combattu sur la vente de notre champion Alstom à General Electric, j'ai combattu sur l'abandon du nucléaire, j'ai combattu avec le projet de démembrement d'EDF qui me paraissait une folie. Sur tous ces sujets, je crois que le président de la République finalement m'a donné raison puisqu'il a abandonné ses projets. Donc je crois qu'on gagnera du temps s'il nous écoute un peu plus. On est face à une situation qui va nous obliger à une très grande responsabilité. Je ne parle pas de la situation politique, je parle en réalité de la situation économique et financière dans laquelle est le pays, avec une dette qui avoisine les 3 000 milliards d'euros. C'est pas une surprise, mais tout ça a été passé sous silence depuis des mois et des années. Des taux d'intérêt qui remontent à 2,4%. Aujourd'hui, c'est 84 milliards d'euros de charges de la dette supplémentaire. C'est plus que le produit de l'impôt sur le revenu qu'il va falloir trouver pour faire face à cette charge de la dette supplémentaire. Donc tout ça crée une immense responsabilité pour tout le monde, pour le président de la République, savoir créer les conditions du dialogue et de l'écoute. Il a toujours fait preuve d'une certaine plasticité sur le fond, je ne sais pas si sur la forme, mais sur son ego, il serait capable de cette même plasticité, je le souhaite en tout cas pour le pays. Et de notre part, évidemment, ce sera une opposition responsable, mais exigeante. Concrètement, par exemple, parce que là vous parlez de la situation financière, elle est périlleuse.
sérieuse, mais la première préoccupation, c'est aussi le pouvoir d'achat. Il y a un lien évidemment avec cette situation. On commence à connaître, Olivier Marleix, les pistes du projet de loi pouvoir d'achat qui sera présenté début juillet avec une hausse de 4% d'une kyrielle de prestations sociales pour lutter contre l'inflation. Il y a les pensions de retraite et d'invalidité, mais aussi les prestations familiales et les minima sociaux. Est-ce que vous voterez un tel texte là dont on découvre les premières pistes? Écoutez, je pense que sur la question du pouvoir d'achat est une tel problème aujourd'hui pour nos compatriotes que évidemment on va tout faire pour pour converger avec le gouvernement. Alors la discussion va commencer. Je connais pas à l'heure qu'il est le projet de loi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un sujet majeur, notamment pour la France qui travaille. Je disais que l'inflation, je disais ça ce matin dans un grand quotidien économique, l'inflation elle est plus forte pour les ruraux, notamment qui vont à se déplacer. Donc la question du coût du carburant, elle est centrale. La question de la rémunération du travail, les minima sociaux sans doute un certain nombre. Je pense aux retraites évidemment, mais ne pas oublier d'abord la France qui travaille. Déjà un premier avertissement là que vous lancez, mais sur les premières pistes, elles vous semblent aller dans le bon sens? Le gouvernement sait tout à fait à quoi s'attendre de notre part. On a dit beaucoup de choses depuis quelques années. Il y a un sujet sur lequel en tout cas on sera aussi extrêmement vigilant, c'est le financement de toutes ces mesures. Ça 7 milliards fin 2022 et 8 milliards d'ici à avril 2023 pour ces premières pistes. Uniquement sur les mesures minima sociaux, d'après ce que j'ai compris, beaucoup plus si on rajoute, on parle de plusieurs dizaines de milliards dans ce paquet pouvoir d'achat. Il faudra évidemment que le gouvernement accepte d'envisager la question du financement de ces mesures. On fera des propositions aussi sur le financement de ces mesures. Voilà. Ça veut dire précisément, Olivier Marleix, que vous dites ce matin, oui, éventuellement on peut avancer sur ce projet de loi pouvoir d'achat s'il est financé, s'il est bouclé et budgété. On va tout faire pour avancer sur ces mesures pouvoir d'achat et on sera exigeant à l'égard du gouvernement pour que ce soit financé. La situation de la dette française aujourd'hui est très grave, vraiment très grave, peut-être même plus que grave. Et donc le gouvernement ne peut pas faire n'importe quoi, il ne peut pas simplement dire allez hop, 30 milliards de dettes supplémentaires. Ce serait totalement irresponsable. Vous croyez qu'on l'entend encore, cette sonnette d'alarme sur la dette? Ce matin, vous tirez la sonnette d'alarme clairement. Peu en parle aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet qu'on a oublié tellement évidemment le pouvoir d'achat nous explose à la figure, Oui, moi j'en veux beaucoup à ceux qui ont mis ce sujet sous la table. Je me souviens que M. Bayrou a quand même fait 3 campagnes présidentielles depuis 2002, c'était il y a 20 ans, sur cette question centrale de la dette. Depuis, on a tout fait. J'ai beaucoup de gens dans ce pays ont une lourde responsabilité du fait d'avoir masqué la réalité aux Français, une complaisance assez étonnante à l'égard du président de la République. Aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Des taux d'intérêt à une fois encore 2,4% et une différence avec l'Allemagne qui est inquiétante. Donc si on n'est pas très sérieux dans les semaines et mois qui viennent, la situation pourrait devenir extrêmement préoccupante, mais si grave, peut-être hors de contrôle en France. Ça veut dire que vous pourriez évidemment, et d'ailleurs ça va dans votre sens, avancer sur une réforme des retraites qui a aussi pour objectif justement de trouver des économies. Vous serez en accord alors avec le président? Oui, alors, mais la méthode va être importante sur tous ces sujets-là. La réforme des retraites, moi je demande le même respect pour tous les corps intermédiaires que le président, que pour le Parlement, et notamment cette réforme des retraites, nous y invitons le gouvernement, mais il faut d'abord qu'il travaille avec les partenaires sociaux. Il y a beaucoup de mais quand même, Olivier Marleix. Depuis tout à l'heure, on me dit on peut avancer, mais pourquoi, de quoi avez-vous peur? D'être avalé, digéré par le macronisme? Ah bah ça, écoutez, on aura le plus grand soin effectivement à éviter ce risque. Je vois très bien c'est le petit jeu du président de détruire la droite française, de faire une fusion-acquisition, puisque c'est son métier sur la droite française. Vous savez, moi je suis voisin du département de l'Eure. Le département de l'Eure, c'est pas un département totalement anecdotique, puisque c'est celui de Monsieur Le Maire et de Monsieur Lecornu, de 2 des principaux ministres transfuges de la droite. Qu'est-ce qui se passe 5 ans après leur trahison et donc le fait qu'aujourd'hui la droite ait disparu en quelque sorte de ce département? Eh bien, l'alternative, c'est qu'aujourd'hui vous avez 4 députés RN qui ont été élus dans ce département. Donc l'effacement de la droite, la disparition de la droite, ça amène à cette situation-là. Je crois qu'on a le devoir de rester une alternative, d'offrir une alternative aux Français et de ne pas disparaître dans une coalition, de ne pas offrir de confusion aux Français. Pas de confusion, dites-vous, mais vous prononcez le mot trahison. Est-ce qu'il ne faut pas y voir aussi une manière de servir le pays? Travailler avec Emmanuel Macron, d'ailleurs pour une partie de vos électeurs, quand on voit
les sondages, ils y sont pas tous opposés, au contraire. Évidemment, la question est de savoir dans quelles conditions vous travaillez. Est-ce que c'était à l'époque c'était un ralliement pur et simple voilà, je ne vais pas revenir, c'est l'histoire ancienne désormais. Le sujet qui se pose à nous, c'est travailler ensemble, collectivement. Pas de débauchage individuel, pas individuellement, texte par texte, et en défendant nos idées, pas un ralliement sans condition. Alors vos idées, quelles sont-elles? Parce que vous êtes aujourd'hui président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marleix. Vous avez été le candidat soutenu aussi par deux hommes forts de la droite, Laurent Wauquiez et Éric Ciotti. Est-ce que ça veut dire que c'est la ligne, comme on dit, à droite toute? Vous savez, non, je ne crois pas à cette histoire de ligne. Je crois qu'il y a à droite des personnalités différentes, des tempéraments peut-être différents. Oui, c'est un peu la langue de bois. Non, pas du tout. Écoutez, si vous êtes soutenu par de telles personnalités, c'est que ça préfigure de vos convictions. Je revendique fièrement l'amitié pour Laurent Wauquiez, pour Éric Ciotti. J'ai soutenu par ailleurs Michel Barnier, pas exactement la même ligne sur tous les sujets qu'Éric Ciotti. Encore que Barnier a dit sur la CEDH des choses extrêmement fortes et un peu détonnantes dans le. Voilà, j'ai des relations amicales aussi avec Xavier Bertrand. Il n'y a aucun fossé idéologique entre nous. C'est vraiment peut-être des différences tactiques, stratégiques parfois, mais c'est tout. Voilà. En tout cas, beaucoup plus de cohérence chez nous qu'il y en a eu dans le. En tous les cas, ce matin, on constate que vous êtes habile. Hein. Que dans la Macronie, où vous aviez Monsieur Hu et Monsieur De Villiers qui soutenaient il y a 5 ans sans que personne ne trouve ça anormal, ne s'interroge. Peut-être une question plus directe. À quoi servent encore les Républicains aujourd'hui? Écoutez, les Républicains, ils vont servir à l'Assemblée nationale à permettre au texte de passer ou de ne pas passer. Et puis, de manière plus fondamentale, la vie politique aujourd'hui, elle s'organise dans le système de fracturation qu'a organisé Emmanuel Macron. Fracturation du pays qui a nourri sa brutalité dans la façon de gouverner, a nourri deux extrêmes, le RN d'un côté, la France insoumise de l'autre. Chacun se nourrit de cette espèce de confrontation. Je crois qu'il est temps qu'on reparle de manière exigeante, nouvelle, mais que quelqu'un pense cet idéal de cohésion nationale, de pacte social dans le pays, pas de manière mièvre, comme ça a parfois été le cas. Il ne s'agit pas du vivre ensemble, entre guillemets, mais on ne peut pas imaginer un avenir ensemble dans cette confrontation. Vous employez le mot de cohésion. Peut-être que vous allez en trouver à l'Assemblée nationale autour, évidemment, d'un droit fondamental. Et c'est une question d'actualité que je vous pose, Olivier Marleix. Est-ce qu'il faut sanctuariser le droit à l'avortement dans la Constitution et calquer ainsi ce qui se passe aux États-Unis, en tous les cas sur une préoccupation plus large, et la ramener en France ? Oui, alors ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, est consternant en termes de recul des droits. Bon, je pense que si on pouvait quand même éviter d'importer systématiquement en France tous les débats américains, peut-être qu'on se porterait plutôt mieux. On a suffisamment de problèmes à régler chez nous pour ne pas importer les problèmes américains. Sur le fond, d'ailleurs, l'AREM qui s'est prêté à ce jeu avec cette proposition de loi constitutionnelle d'Aurore Berger, c'est tout de suite ridiculisé à vouloir faire le buzz, puisqu'ils ont été pris en flagrant délit d'avoir voté contre cette idée qu'ils proposent aujourd'hui. Sur le fond de votre question, soyons très clairs, c'est la droite française qui a eu le courage de porter cette loi permettant d'offrir un cadre légal à l'IVG du temps du président Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Premier ministre. Ça fait partie de notre patrimoine juridique et on nous trouvera toujours pour défendre ce patrimoine. On vous trouvera toujours. En 2014, Olivier Marleix, l'Assemblée votait une proposition de résolution visant à réaffirmer le droit fondamental à l'IVG en France. 40 ans après l'ouverture des droits sur la loi Veil, 7 députés avaient voté contre, dont moi, uniquement parce que il y avait moins de cohérence à l'époque. Non, j'étais insupporté par le manque d'honnêteté intellectuelle de ce texte qu'on nous avait présenté comme étant, regardez les titres des journaux le soir, les députés revotent la loi Veil. Et je suis un député qui lit ce qu'on lui soumet et j'invite chacun à relire ce texte. C'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec la loi Veil et c'était pour moi une insulte à la loi Veil. Vous savez, moi je relis chaque année le discours de Simone Veil parce que je trouve que c'est un des discours les plus émouvants, les plus intelligents prononcés dans notre histoire parlementaire. Mais votre vote contre, il ne faut pas y voir un coup de canif évidemment que non, juste simplement, je crois que sur ce sujet-là, il faut beaucoup d'honnêteté, beaucoup de courage. Et voilà, pour moi, c'était une espèce d'imposture de dire que c'était les 50 ans de la loi Veil, qu'on revotait la loi Veil, ça n'avait rien à voir. On va conclure, Olivier Marleix, parce que je le disais, nos auditeurs vous découvrent ce matin. On a beaucoup parlé de stratégie, d'accord,
de choix de personne, mais le projet des Républicains. Si vous deviez en quelques mots définir ce que vous pouvez proposer pour la suite, pour les Français, que diriez-vous ? Je crois qu'on est un peu l'antithèse en réalité d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un président, il l'a montré, qui est à la fois un mondialiste, l'ouverture au grand marché mondial, qu'une entreprise soit française ou étrangère, ça n'a pas d'importance. Moi, je crois que le rôle du pouvoir, c'est d'abord de protéger les Français, sur le domaine économique aussi, mais pas que, des questions de sécurité, d'autorité, qui ont été un échec total. Et puis, le président Macron, depuis 5 ans, l'a montré, fondamentalement, il est un social-démocrate. C'est-à-dire qu'il pense que tous les problèmes du pays peuvent se régler par de la redistribution. Nous croyons fondamentalement. C'est pas la pire des insultes, être social-démocrate. Hein. Peut-être chez vous. Non, c'est pas la pire des insultes, mais c'est la réalité de ce qu'il est. C'est-à-dire que pour lui, tout doit toujours terminer par de la dépense publique. Nous considérons qu'aujourd'hui, ce pays, il étouffe sous le poids de la dette, que toute la créativité, que toutes les capacités d'initiative de nos concitoyens, et que la soutenabilité de la situation économique de notre pays est aujourd'hui mise en péril par la dette et la dépense publique. Donc il faut inventer autre chose et c'est ce que nous proposons. Voilà. Merci Olivier Marleix et merci de nous avoir accordé ce premier entretien hors presse écrite, le nouveau président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Merci Sonia Mabrouk. Merci Olivier Marleix. Vous parliez à l'instant